Je viens de gagner la loterie d'1 milliard de dollars. J'allais crier de joie, quand un frisson l'a instantanément figé, la pesanteur de la chute, la cruauté venimeuse dans les yeux de ma belle-mère Samantha, mon papa Arthur gisant dans une mare de sang, la poitrine transpercée, comme si c'était hier. J'ai vraiment eu une renaissance, de retour un mois avant l'épidémie du virus zombie, de retour à l'époque où cette femme perfide portait encore un masque de douceur, les jours où elle menait mon papa par le bout du nez. Dans ma vie précédente, quand l'apocalypse a frappé, les maigres provisions que mon papa et moi avions économisées sont devenues un tremplin pour Samantha. Cette douleur déchirante et cette haine viscérale brûlent encore dans ma poitrine à cet instant. Je suis revenue à la réalité, le dos déjà trempé de sueur froide. À travers les portes-fenêtres du salon, j'ai vu Samantha apporter un bol de soupe au poulet à papa avec ce sourire faux et doucereux. N'importe qui la croirait si douce et attentionnée. Mais je sais trop bien quelle pensée cupide se cache sous ce masque de douceur. 1 milliard, c'est une bouée de sauvetage venue du ciel, ma seule chance de retourner la situation et de me venger. Je me suis forcée à me calmer, mon esprit s'emballait, dans ma vie précédente, que l'on se cache en ville ou en pleine montagne. On ne pouvait échapper à être submergé à la fin. La Terre n'est plus un endroit sûr, la seule issue, c'est l'océan. J'ai besoin d'acheter un super yacht et le transformer en forteresse maritime capable de défendre, d'attaquer et de stocker des provisions pour protéger mon papa et moi. Je peux compter sur les doigts d'une main les personnes en qui j'ai confiance dans ce monde. Le vieux camarade de mon papa, Marcus, et son fils Caleb sont mon seul choix. Caleb est mon amour d'enfance. Depuis qu'on est enfant, il faisait toujours tout ce que je disais. Et Marcus et papa sont des frères qui ont traversé bien des épreuves, solides, les mains tremblantes. J'ai composé le numéro de Caleb, je parlais si vite que j'en tremblais presque. J'ai tout déballé, la renaissance, l'apocalypse, le complot de Samantha, et j'ai insisté sur le fait que lui et Marcus devaient se rencontrer immédiatement, car il en va de nos vies à tous, et j'ai raccroché. Et j'ai déchiré le billet de loterie gagnant. Puis je me suis précipitée dans la salle de bain et je l'ai jeté dans les toilettes. Je ne peux pas laisser Samantha en avoir le moindre vent. Sinon, nous n'aurons jamais la chance de renverser la situation. Dans l'après-midi, j'ai dit que je devais faire des courses, et j'ai retrouvé Caleb et Marcus dans un salon de thé tranquille. J'ai exposé chaque détail de la catastrophe de ma vie antérieure, des horreurs de l'épidémie aux actes malveillants de Samantha. Je n'ai rien caché. Caleb était stupéfait, les yeux écarquillés de choc, mais sans l'ombre d'un doute. Après un moment de silence, il a hoché la tête solennellement. Cette confiance inconditionnelle est plus précieuse que toutes les provisions dans l'apocalypse. Marcus a froncé les sourcils et fini une cigarette entière. Il a frappé la table violemment et a dit qu'il me ferait entièrement confiance. Dis-moi juste quoi faire. J'ai sorti le plan simple que j'avais préparé à l'avance. Et j'ai émis l'idée d'acheter un yacht et d'en faire une forteresse. Marcus a pris la décision sur le champ. Il était prêt à utiliser tous ses biens familiaux pour stocker provisions et armes. Caleb s'est aussi porté volontaire pour le travail technique, promettant de transformer le yacht en une forteresse imprenable. Nous trois sommes parvenus à un consensus et avons convenu d'agir séparément. Nous avons gardé cela strictement confidentiel et n'avons pas soufflé mot. Quand je suis rentrée à la maison, la scène dans le salon m'a fait ricaner intérieurement. Samantha était penchée vers papa, faisant semblant de s'intéresser tout en feuilletant le grand livre familial. Mais je voyais la fourberie dans ses yeux. Je le savais, elle allait commencer à transférer des actifs. Dans ma vie antérieure, c'est ainsi qu'elle a saigné la famille à blanc, et finalement nous a abandonnés. Elle a embobiné papa pour qu'il approuve, et elle s'est même tournée pour me demander mon avis. J'ai réprimé ma colère, et j'ai fait comme si je ne m'en souciais pas. Ce n'est pas encore le moment de montrer mon jeu. Je dois attendre, jusqu'à ce que j'ai assez de preuves pour ruiner sa réputation, et ensuite la virer pour de bon, et la faire payer pour ce qu'elle a fait dans ma vie antérieure. Tard dans la nuit, j'étais allongée dans mon lit, un couteau à fruits serré dans ma main. La lame froide me gardait en éveil. La tragédie de ma vie antérieure ne se répétera pas. Dans cette vie, je vais utiliser ce milliard de dollars pour renforcer chaque ligne de défense, et tout faire pour protéger papa, et faire payer Samantha en sang. Il ne reste qu'un mois avant l'apocalypse. Le temps presse. Chaque pas doit être ferme et impitoyable. Il ne peut y avoir d'erreur. C'était le 3e jour après ma renaissance. J'ai demandé à un ami de confiance de trouver un détective privé fiable. Je l'ai payé une fortune pour filer Samantha 24 et surveiller chacun de ses mouvements. Comme prévu, en seulement 3 jours, l'enquêteur est revenu avec des infos cruciales. Samantha s'était déjà associée à un inconnu, vendant plusieurs tableaux anciens de papa à bas prix. Elle a également géré discrètement les formalités pour l'appartement vacant en centre-ville. Et l'acheteur était un parent de ce type. J'ai gardé toutes les preuves en sécurité, sans la dénoncer tout de suite. Pour gérer quelqu'un d'aussi bon pour faire semblant que Samantha, il faut porter un coup fatal. Aucune chance pour elle de discuter ou de se défendre. Au dîner, j'ai fait semblant d'avoir une envie soudaine et j'ai suggéré à papa de liquider tous nos biens pour acheter un yacht et faire le tour du monde. Je savais que cette proposition toucherait forcément un point sensible chez Samantha. Comme prévu, les yeux de Samantha se sont illuminés instantanément. Elle a posé ses baguettes et a renchéri. Je voyais clair dans les manigances derrière cet enthousiasme. Elle ne voulait pas vraiment voyager mais juste s'emparer de plus de biens. Papa était un peu
perplexe face à mon idée soudaine. Mais avec notre persuasion en tandem, il a finalement cédé. Il a même commencé à dresser une liste de biens. Voir papa tenu dans l'ignorance comme ça, je me sentais à la fois furieuse et désespérée. J'ai juste juré en silence d'accélérer les choses. Je ne pouvais pas laisser le plan de Samantha réussir. Pendant ce temps, Caleb avait aussi fait des progrès. Il a réduit le choix à 3 super yachts qui correspondaient à nos besoins. Il a emmené Marcus et moi au port pour les voir. Les 2 premiers étaient trop petits. Ils ne pouvaient pas stocker assez de provisions. Ou leur coque n'était pas assez solide. Ils ne pouvaient pas faire face aux attaques de zombies. Nous les avons refusés sans hésiter. Puis nous avons vu le 3e yacht à 5 ponts. Nous étions tous les 3 impressionnés. Nous avons été conquis immédiatement. Le yacht avait une coque large avec beaucoup d'espace de stockage en dessous, suffisant pour toutes nos provisions. Le pont supérieur était immense et pouvait servir de plateforme de défense et d'observation. De plus, la coque était en acier à haute résistance. C'était bien au-delà de nos attentes. C'était parfait pour être transformé en forteresse maritime. Caleb a frappé sur la coque, l'a inspectée minutieusement et nous a donné le feu vert. Il a dit qu'il appellerait l'équipe technique tout de suite pour renforcer d'abord la coque, puis installer un système de défense complet. Il a promis d'en faire une base sûre et prête au combat. Marcus a aussi promis de dénicher des fonds immédiatement. Il utiliserait ses relations pour sécuriser les canaux. Nous devions acheter des armes et du carburant à l'avance. Une fois que l'apocalypse arrivera, l'argent ne servira à rien, donc il faut se préparer tôt. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un autre appel du détective privé. Il a dit que Samantha vérifiait frénétiquement la liquidation des actifs. Elle avait même lié secrètement la carte bancaire de papa à son téléphone. Elle était désespérée de mettre la main sur l'argent liquide. Un sourire froid a retroussé mes lèvres. Le poisson avait mordu à l'hameçon. Maintenant, il suffit d'attendre pour le remonter. Mais en regardant le ciel qui s'assombrissait dehors, je ne pouvais pas me défaire d'un sentiment de malaise. Il reste un peu plus de 20 jours avant l'apocalypse. Conversion du yacht, obtention des provisions, rassemblement de preuves, tout était urgent. Pouvions-nous vraiment tout terminer avant l'épidémie? Je n'osais pas y penser. J'ai serré les dents et je me suis dit, je dois y arriver. Pour avoir une vue d'ensemble des actifs de la famille et porter le coup final à Samantha. J'ai prétendu avoir besoin de calculer précisément les coûts de rénovation du yacht et j'ai demandé à papa de faire l'inventaire de tous les actifs principaux, y compris les dépôts, les antiquités et l'immobilier. Aucun détail ne devait être oublié. En même temps, j'ai délibérément laissé le contrat de transfert de propriété de Samantha pour la maison vide, par hasard devant la porte de la chambre de papa. Papa a ramassé le contrat et l'a regardé un moment, son visage devenant pâle puis rouge, les lèvres serrées. Mais il a quand même obstinément défendu Samantha, disant que c'était être un malentendu, et que être quelqu'un l'avait forcé à signer. J'ai vu le doute et l'incrédulité dans les yeux de papa. Alors je n'ai pas insisté. Au lieu de ça, j'ai saisi l'occasion de suggérer un dîner en famille ce soir-là, et j'ai invité Samantha aussi, pour qu'on puisse clarifier les choses. Au dîner, Samantha s'est habillée toute douce et charmante, et dès qu'elle s'est assise, elle a commencé à jouer la victime. Elle a délibérément créé l'illusion que j'en avais après elle et qu'elle voulait juste une vie tranquille. Elle a même essayé de pleurer pour avoir de la sympathie, et a finalement proposé de lui remettre tous les actifs familiaux, essayant d'obtenir le contrôle total de l'argent. En voyant son numéro pathétique, je n'ai ressenti que du dégoût. Le moment était venu. Il était temps de dévoiler son vrai visage. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai joué l'enregistrement du détective. Il enregistrait clairement la conversation entre Samantha et l'inconnu, chaque mot complotant pour voler les actifs et nous laisser, papa et moi, nous débrouiller quand l'apocalypse arrivera. Puis, j'ai étalé sur la table les relevés de transactions de calligraphie et les certificats de transfert de propriété. Les preuves étaient irréfutables, ne lui laissant aucune possibilité de nier. Le visage de Samantha a pâli, la panique dans ses yeux, balbutiant, incapable de former une phrase complète. Elle a encore essayé de dire qu'elle était piégée, mais papa a regardé toutes les preuves devant lui, a pensé à sa défunte épouse, et a frappé la table violemment, les yeux rougis. Sa colère et sa déception refoulée ont finalement explosé. Il a pointé Samantha du doigt, et lui a crié de faire ses bagages et de partir, rompant tous les liens, ne voulant plus jamais la voir. Son masque complètement arraché, Samantha a laissé tomber le jeu. Elle m'a fusillé du regard, les yeux pleins de venin, me haïssant clairement d'avoir ruiné ses plans. Elle s'est précipitée dans sa chambre, a jeté quelques affaires dans un sac, et est partie cette nuit-là. En voyant sa silhouette disparaître dans la nuit, j'ai poussé un soupir de soulagement, mais je n'étais pas du tout tranquille. Je connais trop bien Samantha. Elle est mesquine et vindicative, et elle ne laissera pas tomber ça facilement. Nous devons être encore plus prudents dans les jours à venir. Samantha ne voulait vraiment pas abandonner. Le lendemain matin, elle s'est présentée à la porte dès la première heure, en pleurant et en criant, exigeant de voir papa. Elle a même essayé de forcer l'entrée de la maison. Elle n'arrêtait pas de faire des scènes et de nous harceler. Heureusement, Marcus était préparé et est venu tôt pour monter la garde. Il l'a bloqué juste à la porte. Marcus, avec toute son autorité, l'a averti froidement. Si elle osait encore causer des problèmes, il exposerait ses transferts d'actifs et ses manigances contre la famille Lynn. Il ferait en sorte qu'elle n'ait plus aucune place dans cette ville. Samantha était intimidée par la présence de Marcus. Son visage est devenu pâle. Elle a marmonné quelques jurons entre ses dents. Finalement,
elle n'a pas osé causer plus de problèmes et s'est éclipsée. Avec Samantha temporairement réglée, nous 4 avons officiellement formé une équipe de survie. Nous avons réparti les tâches et nous nous sommes lancés dans les préparatifs pour l'apocalypse. J'étais chargée de la coordination générale, rédigeant des plans détaillés pour les modifications du yacht et les listes de fournitures. J'ai listé chaque ressource rare dont je me souvenais de ma vie antérieure. De la nourriture, des médicaments et des produits de première nécessité aux outils et équipements, rien n'a été laissé de côté. Caleb s'est concentré sur la technologie. Il a contacté une équipe professionnelle pour renforcer la coque et installer un système de défense et un équipement de surveillance sous-marine, assurant la sécurité du yacht. Marcus, de son côté, a utilisé ses relations et ses biens. Il a acheté des armes, du carburant et des médicaments. Ce sont les devises fortes pour survivre à l'apocalypse. Il faut faire des réserves à l'avance. Papa s'occupe de la liquidation de tous les actifs. Il convertit actions, biens immobiliers, tout en espèces et en provisions. Cela financera nos préparatifs. J'ai spécifiquement dit à Caleb d'installer la coque anti-impact et le canon à eau. J'ai vu à quel point les zombies étaient destructeurs dans ma vie antérieure. Les défenses ordinaires sont complètement inutiles. Il faut que ce soit infaillible. Caleb a tout noté. Il a aussi dit qu'il installerait une alarme infrarouge et une surveillance panoramique. Cela rendra le yacht imprenable. Comme ça, on n'aura pas à s'inquiéter de la sécurité. Papa a eu beaucoup de problèmes pour liquider les actifs. Certaines actions ont soudainement touché la limite quotidienne. Du coup, elles sont difficiles à vendre pour l'instant. Il était si anxieux qu'il a eu des aftes dans la bouche. Il a contacté ses anciens camarades pour les aider. Après plusieurs jours de course, il a finalement liquidé tous les actifs. Il a récolté une grosse somme d'argent. En voyant les nouveaux cheveux blancs sur les tempes de papa, ça m'a brisé le cœur. Dans ma vie antérieure, j'étais tellement immature et je lui ai fait tant souffrir. Dans cette vie, c'est à mon tour de le protéger. Il ne reste que 20 jours avant l'épidémie de virus. Tout le monde est débordé de travail. Il n'y a presque pas de temps pour se reposer. Je vérifie la liste des provisions encore et encore chaque jour. Caleb reste au port pour superviser la modification du yacht. Marcus court partout pour coordonner les ressources. Papa est occupé à organiser des camions pour transporter les provisions. Voir tout le monde travailler ensemble pour survivre me rassure beaucoup. Mais parfois, je pense au regard venimeux de Samantha quand elle est partie, et je ne peux pas m'empêcher de me sentir un peu mal à l'aise. J'ai juste l'impression qu'elle reviendra causer des problèmes. La remise en état du yacht est à un stade critique. Caleb et son équipe technique travaillent jour et nuit. Ils vivent pratiquement au port, sans jamais s'arrêter. Je vais au port tous les 2 jours pour vérifier l'avancement. Chaque fois que j'y vais, il y a du nouveau. Cette fois, quand je suis arrivée, la coque a été renforcée avec 2 épaisses couches de plaques d'acier. Toutes les fenêtres ont été remplacées par du matériau par balle. Plus de soucis avec les dégâts des attaques de zombies. Sur le pont, les ouvriers installaient le canon automatique et le canon à eau. Caleb a dit qu'ils ont fait des améliorations spéciales au canon à eau. Il peut être mélangé avec du spray au poivre. Ça marchera encore mieux contre les zombies. La cabine inférieure a été transformée en une salle de stockage scellée et une infirmerie. La ventilation et l'étanchéité sont de premier ordre. La salle de stockage est divisée en différentes zones. Comme ça, trier les fournitures plus tard sera un jeu d'enfant. Ils ajoutent encore de l'équipement à l'infirmerie. Des outils de diagnostic de base et des fournitures de premiers secours sont déjà en place. Assez bon pour les égratignures et blessures habituelles dans l'apocalypse. Les préparatifs de Marcus se passent aussi bien. Il a obtenu beaucoup d'armes à feu, de munitions et d'équipements anti-émeutes par des canaux spéciaux. Il a aussi fait le plein de diesel et d'essence pour nous durer plus d'1 an. Ils sont stockés pour l'instant dans un entrepôt caché au port, sous surveillance pour les garder en sécurité. Papa, quant à lui, a trouvé plusieurs fournisseurs. Il a acheté en gros des biscuits compressés, des conserves, du riz, de la farine, de l'huile et d'autres produits de base. Et toutes sortes d'épices. L'entrepôt était rempli à ras-bord. Rien que le voir me rassure. J'étais chargée des médicaments et des produits de première nécessité. Pour éviter d'éveiller les soupçons, j'ai dit que c'était pour les avantages de l'entreprise. J'ai acheté des tonnes d'antibiotiques, d'antidouleurs, de bandages, toutes sortes de médicaments. Et aussi du papier toilette, des serviettes hygiéniques, des vêtements chauds, des articles essentiels. À la caisse, le propriétaire du magasin m'a taquiné en me demandant si j'ouvrais un supermarché. J'ai juste rigolé. Je n'ai rien laissé paraître du tout. Ce soir-là, quand je suis sortie de l'entrepôt après avoir vérifié les stocks, il faisait déjà nuit noire. En traversant une ruelle calme, j'ai eu l'impression que quelqu'un me suivait. Cette sensation inquiétante d'être observé m'a tendu. J'ai accéléré le pas sans le montrer. J'ai profité d'un angle mort pour faire volte-face. J'ai vaguement vu une silhouette familière se cacher, c'était Samantha. Mon cœur s'est serré. Bien sûr, c'était elle. Elle n'abandonne toujours pas. On dirait qu'elle essaie de découvrir où on a caché nos provisions, en attendant de les voler. Je ne l'ai pas confrontée. J'ai fait comme si je ne l'avais pas vue. J'ai continué à marcher. Ce n'est qu'après avoir quitté la ruelle que j'ai sorti mon téléphone pour appeler Caleb. Je lui ai dit d'installer plus de caméras et d'alarmes infrarouges autour du yacht et de l'entrepôt immédiatement, et de faire des tours de garde à 2. Il faut être bien préparé. Après avoir raccroché, j'ai regardé le ciel noir. Mes yeux se sont durcis. Si Samantha ose encore causer des problèmes, je ne serai pas gentille avec elle,
dans cette vie, je ne laisserai jamais personne saboter notre plan de survie. 10 jours avant l'apocalypse. La remise à niveau du yacht est quasiment terminée. Toutes les installations ont été testées. Il ne reste plus qu'à charger les provisions sur le yacht et faire les derniers préparatifs. Nous avons commencé à déplacer les provisions par lot. Caleb et papa se sont occupés de l'inventaire et de l'enregistrement, stockant la nourriture, les médicaments et les armes dans différentes cabines. Nous avons aussi installé la climatisation dans la réserve, pour éviter que les provisions ne prennent l'humidité et ne pourrissent. J'ai vérifié chaque cabine une par une, pour m'assurer que la défense, l'eau, l'électricité et les communications fonctionnaient. Caleb a ajouté un désalinisateur d'eau et des panneaux solaires. Même si le carburant vient à manquer, nous pouvons toujours couvrir les besoins de base en eau et en électricité. Cela résout les 2 plus gros problèmes de survie en mer. Épuisé mais déterminé, il m'a dit. Comme ça, on peut rester en mer pendant des années, sans problème. Pendant que papa triait les provisions, il a découvert que j'avais mis de côté une boîte de médicaments pour enfants et des vêtements chauds. Il était perplexe et m'a demandé pourquoi. J'ai pensé aux enfants innocents qui souffraient dans l'apocalypse dans ma vie antérieure. Mon cœur s'est serré. J'ai dit à papa que ce sont les enfants qui souffrent le plus dans l'apocalypse. Si on croise des enfants survivants, on les aidera autant qu'on peut. Cette gentillesse est pour compenser les regrets de ma vie antérieure, et pour garder le dernier vestige d'humanité dans l'apocalypse. Marcus et Caleb ont été touchés par mes paroles. Marcus a immédiatement décidé de mettre encore plus de provisions de côté. Il a dit, peu importe à quel point l'apocalypse est brutal, on ne peut pas perdre notre conscience, alors stockons davantage. On peut aider les survivants fiables qu'on rencontre. Nous savons tous à quel point la survie dans l'apocalypse est cruelle, mais aucun de nous ne veut perdre complètement son humanité. Cette compréhension nous rapproche, mais notre gentillesse ne nous a apporté aucune paix. Cette nuit-là, Caleb a repéré quelque chose d'anormal sur la surveillance. Samantha rôdait autour du port ces derniers temps. Elle se comporte de façon suspecte. Elle a aussi contacté des individus louches. Ils se sont blottis dans un coin, chuchotant secrètement. C'est évident, elle en veut à notre yacht et aux provisions. Elle veut nous tendre une embuscade avant notre départ, et voler tout ce dont on a besoin pour survivre. Nous avons immédiatement renforcé la sécurité. Marcus a distribué des armes à tout le monde. Il a patiemment appris à papa et à moi à manier les armes à feu. De la prise en main à la visée et au tir, il nous a guidés à chaque étape. Caleb a amélioré le système d'alarme, étendant sa portée. Dès que quelqu'un s'approche à moins de 100 mètres du yacht, l'alarme du cockpit se déclenche. La nuit est tombée, et le port est devenu silencieux. Le danger se cachait dans l'ombre. Plus que 3 jours avant le virus, la ville a l'air calme, mais la tension monte en dessous. On sentait le malaise dans l'air. Tard dans la nuit, nous étions encore sur le yacht, à faire les derniers préparatifs. Inventaire, calibrage du matériel, pas le droit à l'erreur. Puis, l'alarme infrarouge du yacht a hurlé, déchirant le silence de la nuit. Caleb a couru à la cabine et a affiché les images. L'écran le montrait clairement, Samantha menant 4 gros costauds se faufilant par-dessus la clôture du port, se dirigeant droit vers le yacht. Chacun avait un pied de biche ou un truc du genre. Ils préparaient un mauvais coup, mais on était prêts. Marcus a saisi son arme, l'œil d'aigle, chargé et prêt à tirer. Papa et moi nous sommes cachés près de la cabine, armes serrées. On a retenu notre souffle, en attendant. Caleb est resté dans la cabine, prêt à déclencher le système de défense. Bientôt, des pas lourds ont résonné. Les hommes aux pieds de biche ont essayé de forcer les coutilles. Elle a tremblé sous la force. Au moment où ils allaient percer, Marcus a chargé le premier, utilisant son vieil entraînement des forces spéciales pour en mettre 2 par terre en quelques secondes. Papa n'a pas reculé non plus, utilisant son entraînement militaire pour en affronter un. Samantha a vu que ça tournait mal, a su que le plan était fichu. Elle a fait volte-face et a essayé de s'enfuir. Mais j'avais déjà posé une embuscade à la poupe, lui coupant la route. Pâle et tremblante, elle a encore essayé de bluffer et de lancer des menaces. La peur et le venin emplissaient ses yeux. Je l'ai juste regardé, rien. Dans ma vie antérieure, ce qu'elle a fait à papa et à moi était 100 fois plus vicieux que ça. Je l'ai prévenue froidement. Si elle causait encore des problèmes, je la livrerais aux flics et la ferais payer pour tout. Samantha savait que je le pensais, morte de peur n'a pas osé rester une seconde de plus. Elle a filé du port. Les 2 restants ont vu leurs complices fuir et ont perdu leur sang-froid. Marcus les a vite neutralisés. On a appelé la sécurité du port et on a remis les gars. Crise terminée. Après ça, on a renforcé la sécurité. On a déplacé le yacht à l'endroit le plus caché dans la nuit. On a éteint toutes les lumières, et on a attendu de prendre le large. Sous le calme de la ville, l'ombre de l'apocalypse se rapprochait. Le lendemain matin, les infos ont rapporté quelque chose de troublant. Des attaques inconnues ont eu lieu à plusieurs endroits. Les victimes devenaient extrêmement agressives, et tous ceux qu'elles mordaient présentaient les mêmes symptômes. Le reportage était vague, pour tenter de garder le public calme. Mais j'étais certaine que le virus zombie avait déjà commencé à se propager. Le compte à rebours de l'apocalypse était à son stade final. J'ai immédiatement appelé Marcus, Caleb et papa, leur disant de tout laisser tomber et de se précipiter au port pour monter sur le yacht. Pas de temps à perdre. Alors que papa montait sur le yacht, debout sur le pont, regardant la silhouette familière de la ville, ses yeux étaient complexes, remplis de réticence. C'était là où il avait vécu toute sa vie, avec trop de souvenirs.
Maintenant, il devait fuir pour sauver sa vie. Il ressentait un soulagement d'être libéré de Samantha et un attachement à sa patrie, ainsi qu'une inquiétude face à la catastrophe imminente. Marcus a tapoté l'épaule de papa et l'a rassuré du regard, disant que tant qu'ils étaient en vie, il y avait de l'espoir, et quand l'apocalypse serait fini, ils reviendraient ensemble, pendant que Caleb faisait une dernière vérification de tout l'équipement du yacht, confirmant que le moteur, le système de défense et les communications étaient en bon état. Il m'a tendu un pistolet et m'a expliqué comment l'utiliser, insistant pour que je le garde sur moi en permanence pour me protéger. Comme il ne faisait pas encore complètement nuit, Marcus a appris à papa et à moi à tirer, la même sur le pont. C'était une compétence indispensable pour survivre à l'apocalypse. Il n'arrêtait pas de dire que face aux zombies, il faut viser la tête. Ce n'est qu'en détruisant le cerveau qu'on peut les arrêter définitivement, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Ne tire pas à tout va. Les coups de feu attireront plus de zombies et nous mettront en danger mortel. Papa et moi nous sommes entraînés encore et encore jusqu'à ce qu'on ait pris le coup et puis on a fait une pause. La nuit tomba, et la ville sombra dans le chaos. Au loin, des rugissements et des cris résonnaient, les uns après les autres, brisant le calme habituel. Des zombies ont commencé à apparaître au port aussi. Leurs mouvements étaient raides, titubant vers les gens, une vue horrible. Sans hésitation, j'ai donné l'ordre de lever l'ancre. Caleb a allumé le moteur, et le yacht a lentement quitté le port, se dirigeant vers le large. Alors que la silhouette de la ville s'estompait, je savais que nous n'avions échappé au danger que pour l'instant. Nous avons tous soupiré de soulagement alors que le yacht quittait le port. Nous nous sommes effondrés sur le pont. Personne ne parlait, l'air était lourd. En regardant la ville disparaître, mes sentiments étaient mitigés. Cet endroit contenait nos rires, nos souvenirs, mais maintenant il s'était transformé en enfer vivant, ravagé par les zombies. Je me suis appuyée sur la rambarde et j'ai dit à Caleb de se diriger vers les eaux de l'Est. Dans ma vie antérieure, j'avais entendu. Les eaux de l'Est avaient plus de provisions et moins de zombies. Une zone relativement sûre dans l'apocalypse. Au milieu de notre voyage, nous avons entendu des appels à l'aide lointains. Des voix désespérées, urgentes. Nous avons regardé vers le son et avons vu un petit bateau rempli de survivants. Ils agitaient les bras, implorant notre aide. La peur et le désespoir étaient écrits sur leur visage. Papa, au cœur tendre, a vu cela et a immédiatement dit « Arrêtez le yacht, laissez-les monter ». Disant « Ce sont des vies, et nous ne pouvons pas les ignorer », mais j'ai arrêté papa, me sentant impuissante à l'intérieur. Je lui ai dit que l'espace est limité, et que nous ne pouvons pas en prendre autant, et plus important encore, nous ne savons pas si certains sont infectés, et si un zombie se trouve parmi eux. Nous serions tous en danger. Et d'innombrables leçons sanglantes de ma vie antérieure nous ont appris que dans l'apocalypse, on ne peut pas faire confiance aux inconnus. Marcus était d'accord, disant que la survie est brutale, et que nous devons d'abord assurer notre propre sécurité. Avant toute chose, papa a argumenté et insisté pour les sauver, mais alors un cri chaotique est venu du petit bateau. Nous avons regardé, un survivant a soudainement frappé, mordant sauvagement la personne à côté de lui. Clairement infecté, transformé en zombie. Le chaos a éclaté instantanément sur le petit bateau. Certains ont été poussés dans la mer par peur, tandis que d'autres se sont défendus mais ont été mordus. Un vrai désastre. Bientôt, le bateau a perdu l'équilibre et a complètement chaviré. Seuls de faibles cris et grognements à la surface, puis le silence. Nous sommes restés silencieux, et le visage de papa était pâle, la tête baissée, restant silencieux, plein de culpabilité et d'impuissance. Je savais qu'il se sentait mal, mais c'est la vérité. La survie du plus fort. Seuls les forts survivent, pas de place pour la pitié. Caleb m'a tapé l'épaule, le regard ferme, me réconfortant silencieusement. J'ai regardé les trois à côté de moi, et je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir abattue. Ce n'était que le début. Le yacht a filé vers le large. Juste au moment où on pensait avoir un peu de paix, Caleb a soudain crié, la panique dans la voix. Il a pointé l'écran radar, et a dit que plusieurs cibles étaient détectées, se dirigeant droit sur nous. On a sprinté jusqu'à la passerelle. En regardant les points rouges sur l'écran, le cœur serré, un mauvais pressentiment m'a envahi. Alors que les cibles se rapprochaient, Caleb a zoomé sur l'écran. Tout le monde a eu le souffle coupé. Trop stupéfait pour dire un mot. Les cibles en mouvement étaient des zombies flottant sur l'eau. Leur corps avait muté. Des membranes avaient poussé entre leurs doigts et leurs orteils. Leurs membres ramaient à des angles bizarres dans l'eau. Ils n'étaient pas rapides, mais ils avaient une détermination flippante et implacable, encerclant lentement le yacht. Personne ne s'attendait à ce que les zombies puissent évoluer pour survivre dans l'océan. On pensait que l'océan était un refuge sûr dans l'apocalypse, nous éloignant des zombies. Mais maintenant, cette zone autrefois sûre ne l'est plus. La panique a saisi tout le monde instantanément. Pas le temps de réfléchir, il fallait passer à l'action. J'ai crié à Caleb d'allumer le canon à eau, et j'ai dit à Marcus de se préparer à tirer. Marcus a attrapé son arme, a visé les zombies qui approchaient, et a tiré. Les balles ont traversé les têtes des zombies. Un liquide vert foncé a jailli, éclaboussant l'eau et puant. Mais il y avait trop de zombies. L'un est tombé, et un autre a pris sa place. On ne pouvait pas tous les tuer quoi qu'on fasse. Caleb a rapidement ajusté la route du yacht. Il a essayé d'éviter la horde. Il a aussi allumé le canon à eau. Un puissant jet d'eau a jailli vers les zombies, en envoyant plusieurs volées, ralentissant leur approche un moment. J'ai demandé à papa d'aider à renforcer la rambarde,
et de vérifier les défenses. J'ai attrapé une barre de fer. Je me suis posté au bord du pont pour empêcher les zombies de monter à bord. Quelques zombies, utilisant les vagues, sont montés sur la coque. Ils ont gratté le pont avec des griffes acérées. Cela a fait un bruit strident qui nous a glacé le dos. Caleb et moi avons travaillé ensemble comme une machine bien huilée. Il a tranché le bras d'un zombie avec un couteau. J'ai saisi l'occasion et fracassé sa tête avec la barre. Nous les avons jetés à la mer, un par un. Après une demi-heure de combat brutal, nous nous sommes enfin débarrassés de cette meute de zombies mutants. Le yacht a filé loin de la horde de zombies. Mais en regardant la mer calme, j'ai eu la gorge serrée. Les zombies évoluent. Nous ferons face à des dangers encore plus terrifiants à l'avenir. Après avoir semé ces zombies mutants, on n'a pas osé relâcher notre garde. On s'est séparés pour nettoyer le champ de bataille. Papa et moi avons récuré le pont pour enlever les taches et la morve de zombies. L'odeur était écœurante, mais on devait supporter. Caleb était accroupi près de la rambarde, vérifiant les dégâts. Il a vite trouvé quelques rayures. Rien de grave, mais si on les laissait, ça pourrait poser problème plus tard. Il a pris des outils et les a réparés tout de suite. Il était rapide et compétent. Le front de papa s'est encore plus plissé en vérifiant les provisions. Sa voix était lourde d'inquiétude. Ce combat a utilisé beaucoup de munitions. Se réapprovisionner va être difficile. J'ai fixé la mer, perdu dans mes pensées. Un souvenir de ma vie passée m'est revenu. Il y avait une plateforme abandonnée dans ces eaux. Au début de l'apocalypse, les gens y trouvaient du carburant. J'en ai tout de suite parlé à tout le monde. J'ai suggéré qu'on aille voir. Peut-être qu'on peut récupérer du carburant et d'autres provisions. Marcus a immédiatement hoché la tête. Il s'est porté volontaire pour mener la route vers la plateforme. Après tout, c'est un ancien des forces spéciales. Il est meilleur en cas d'urgence. Le yacht a filé vers la plateforme, et une fois sur place, Marcus et Caleb ont mis leur équipement de protection. Armés, ils sont montés sur la plateforme pour inspecter. Papa et moi sommes restés sur le yacht en surveillance. On surveillait la plateforme de près. Au bout d'environ 10 minutes, Marcus a appelé par radio. Il a dit qu'il restait du carburant sur la plateforme, mais quelques zombies à l'intérieur. Mon cœur s'est serré. Heureusement, on a entendu des coups de feu peu après. Puis la voix de Caleb a retenti, annonçant qu'ils étaient en sécurité. Ils ont collaboré sans accroc et ont éliminé les zombies. Ils ont chargé le carburant dans les conteneurs qu'ils avaient apportés et l'ont transporté jusqu'au yacht. Chose surprenante, ils ont aussi trouvé des boîtes de biscuits compressés non périmés dans la réserve. C'était un bon bonus. En voyant le carburant et les provisions reconstituées, on a respiré un peu plus facilement. Au moins, on ne tombera pas à court de carburant de sitôt. Mais la pénurie de munitions avait encore besoin d'une solution rapide. Le yacht continuait sa route. La mer semblait calme, mais le danger se cachait sous la surface. Soudain, une série de lourds chocs a frappé la coque. Les vibrations devenaient plus fortes. Je me suis précipitée sur le pont pour vérifier. Un banc de poissons noirs comme du jet frappait le bateau. Certains, venimeux, ont même sauté sur le pont. Partout où ils touchaient, de petits trous se corrodaient instantanément. Une odeur âcre remplissait l'air. Je les ai reconnus tout de suite. C'étaient des poissons mutés contaminés par le virus, extrêmement toxiques. Un contact et ce serait désastreux. J'ai crié à tout le monde de s'éloigner du bord. En même temps, j'ai dit à Caleb d'activer le canon à eau. Caleb a rapidement manié les commandes. Un puissant jet d'eau a été dirigé vers les poissons, pour essayer de les chasser. Marcus a attrapé les cocktails Molotov que nous avions préparés. Il en a allumé un et l'a lancé dans le banc. Des flammes ont explosé sur l'eau, tuant des tonnes de poissons toxiques. Une couche de poissons morts flottait à la surface. Dans le chaos, un poisson toxique égaré a sauté juste à côté du pied de papa. Il a effleuré son bras. La plaie est devenue instantanément rouge et noire. La toxine se propageait visiblement. Mon cœur s'est serré, mon esprit s'est vidé. Luttant contre la panique, j'ai tiré papa vers moi. J'ai sorti les médicaments antidotes pour soigner sa blessure. Heureusement que nous avions préparé beaucoup de médicaments. Après les premiers soins, la blessure de papa a cessé de s'aggraver. Il a retrouvé des couleurs, et tout allait bien. À partir de là, nous avons été plus prudents. Caleb a installé un fin filet de protection autour du yacht pendant la nuit, pour éviter une nouvelle attaque de créatures mutantes. J'ai marqué ces eaux dangereuses sur la carte. J'ai continué à rappeler à tout le monde de les éviter. En regardant le bras de papa, j'ai fait un serment silencieux. D'être plus prudente. Ne plus jamais laisser personne de proche être blessé. L'eau douce du yacht commence à manquer. Si on n'en trouve pas plus bientôt, on va avoir une vraie crise d'eau. Grâce à mes souvenirs d'une vie antérieure, je me souviens d'une île inhabitée non loin d'ici. Elle a une source naturelle avec une eau claire et potable. Alors j'ai proposé qu'on y aille pour faire le plein d'eau. Pour être prudent, Marcus et Caleb ont pris le canot pour aller en reconnaissance. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de zombies, nous avons débarqué. L'île était luxuriante, l'air frais, un monde loin du continent infesté de zombies. D'après ce dont je me souvenais, nous avons trouvé la source en un rien de temps. Nous étions tous ravis, l'eau était douce et claire. Nous avons pris nos contenants et commencé à collecter. Papa et Marcus sont restés près de la source pour monter le camp, en dégageant une zone sécurisée. Caleb réparait l'équipement de communication, essayant de capter des signaux extérieurs. Pendant ce temps, j'ai pris des outils et suis allé dans les bois, cherchant des baies sauvages comestibles et des légumes verts, pour faire le plein de nourriture. Les bois étaient épais d'herbes et de buissons. Je me suis frayé un chemin avec précaution, cueillant les baies que je connaissais. À ce moment-là,
Une série d'empreintes a attiré mon regard. Les empreintes avaient des bords tranchants et des formes étranges. Elles ne ressemblaient pas à des humains, ni à aucun animal que je connaissais. Elles étaient aussi énormes, clairement rien d'amical. Je me suis tendue et n'ai pas osé aller plus loin. Je suis retournée en courant par où j'étais venue. J'ai raconté aux autres les empreintes. Tout le monde est devenu sérieux. L'ambiance décontractée a disparu. Impossible de savoir quelle créature se cachait là-bas. Nous avons dû annuler toute exploration plus poussée pour l'instant, et renforcer le camp et rester sur nos gardes. Nous ne pouvions pas baisser la garde dans l'apocalypse. L'inconnu est toujours le plus mortel. Alors, après avoir découvert qu'il pouvait y avoir du danger sur l'île, nous avons immédiatement installé des pièges d'alerte autour de notre base. Nous avons enterré des explosifs, tendu des lignes d'alerte et fait des préparations défensives minutieuses. Tout le monde gardait ses armes prêtes et montait la garde à tour de rôle, sans oser relâcher notre attention une seule seconde. Cette nuit-là, des grognements sourds sont venus des bois, accompagnés du bruissement des feuilles, se rapprochant. Nous nous sommes immédiatement rassemblés, nous avons pris nos positions et nous sommes préparés à combattre. Heureusement, les grognements ont fini par s'éloigner, et la nuit s'est passée sans incident. Le lendemain matin, nous nous sommes levés pour vérifier, et avons trouvé les pièges complètement détruits. Il y avait quelques écailles argentées par terre. Ces écailles étaient dures et tranchantes, avec un éclat métallique sur les bords. Elles étaient froides au toucher. J'ai supposé qu'elles avaient été laissées par la créature inconnue de la nuit dernière. Très probablement une sorte de créature mutante. Elle doit être coriace. Nous devions évaluer la menace. Nous avons donc décidé de nous aventurer plus loin dans les bois pour enquêter. En traversant la végétation dense au cœur de la forêt, nous avons enfin posé les yeux sur eux, un groupe de bêtes géantes et écailleuses. Couverts d'écailles argentées avec des têtes de lézards, ils nous ont fixés avec des yeux perçants et acérés. Bien qu'ils aient l'air extrêmement agressifs, ils ne nous ont pas attaqués. Ils sont simplement restés sur leur garde. Voyant cela, Marcus a instinctivement levé son arme pour les effrayer. Je l'ai arrêté immédiatement. J'ai remarqué que les créatures écailleuses avaient des blessures évidentes, avec des traces d'infection virale encore visibles. J'ai supposé qu'elles étaient aussi des victimes du virus, pas des monstres qui voulaient nous faire du mal. Nous sommes restés en confrontation avec elles pendant un moment. Être sentant que nous ne leur voulions pas de mal, les créatures écailleuses se sont lentement retournées et ont disparu dans les profondeurs de la forêt. Nous avons poussé un soupir de soulagement pour l'instant, mais nous savions l'île n'était pas sûre. En voyant où allaient les créatures écailleuses, j'ai soudain eu une idée, au lieu de nous méfier les uns des autres. Pourquoi ne pas essayer de former une relation symbiotique avec elles? Dans cet apocalypse, plus d'aide signifie de meilleures chances. Ces créatures écailleuses sont fortes, si nous pouvions nous allier, cela augmenterait certainement nos chances. J'ai raconté mon idée à tout le monde. Marcus et papa étaient hésitants, mais Caleb était partant et voulait essayer avec moi. J'ai emmené Caleb au fond des bois, pour cueillir des herbes qui réduisent l'inflammation et la douleur. De retour à la base, nous les avons bouillis pour en faire un onguent. Puis nous avons rapporté l'onguent dans les bois et avons trouvé les créatures écailleuses. Elles étaient encore très méfiantes au début, reculant quand elles nous voyaient. J'ai posé lentement l'onguent pour montrer que nous n'étions pas une menace. Après un long moment, la plus blessée s'est approchée prudemment et a reniflé l'onguent. Elle semblait sentir l'effet curatif et a frotté timidement sa blessure dessus. Une fois l'onguent appliquée, elle s'est visiblement détendue, et la méfiance dans ses yeux a disparu. Voyant cela, les autres se sont aussi rapprochés, nous laissant appliquer l'onguent. Quelques jours plus tard, les créatures écailleuses ont progressivement baissé leur garde et ont commencé à nous apporter du poisson frais des profondeurs. Je leur donnais régulièrement des restes de céréales et nous avons lentement bâti la confiance. Pendant ce temps, Caleb a aussi réparé du matériel de communication et a accidentellement capté un signal faible. Le signal mentionnait plusieurs zones sûres sur le continent, mais les emplacements exacts et les conditions n'étaient pas clairs. Quand papa et Marcus l'ont appris, ils ont eu encore plus envie de retourner sur le continent. Ils ont parlé en privé et ont prévu de prendre le hors-bord de rechange pour aller explorer le continent, à la recherche de survivants et de provisions. Papa et Marcus ont rapidement parlé à Caleb et à moi de leur idée de retourner sur le continent pour reconnaître. Je m'y suis immédiatement opposée. Le continent grouille de zombies maintenant. C'est extrêmement dangereux. Et ce signal était flou. On ne peut même pas être sûr que la zone sécurisée existe. Y aller imprudemment serait un suicide. Je ne peux pas les laisser risquer leur vie. Mais Marcus n'a pas cédé. Il a dit que lui et papa sont tous deux des vétérans. En des temps comme celui-ci, c'est leur devoir de trouver des survivants. Et ils veulent aussi prendre des nouvelles de leurs proches. S'ils pouvaient trouver une zone sécurisée, non seulement ils auraient un meilleur endroit, mais nous pourrions tous arrêter de dériver en mer et avoir un pied à terre stable. Marcus et moi nous sommes disputés, aucun ne cédant. La tension était palpable. Papa était pris au milieu, déchiré. Il comprenait mes inquiétudes, mais il voyait aussi le point de vue de Marcus. Juste à ce moment, Caleb a proposé un compromis. Laisser papa et Marcus prendre un petit bateau pour reconnaître la côte proche. Rester loin de l'intérieur des terres. Longer la côte. Caleb et moi restons sur l'île. Surveiller la base et s'occuper des créatures cuirassées. Donner des nouvelles chaque jour par téléphone satellite.
s'il y a du danger, se replier immédiatement sur l'île. J'étais encore inquiète. Mais je comprenais pourquoi papa et Marcus ressentaient cela. Je savais qu'ils avaient pris leur décision. Se disputer était inutile, alors j'ai accepté à contre-cœur. Après cela, j'ai rapidement préparé assez de provisions, d'armes et de médicaments pour eux. Je les ai prévenus de tous les dangers possibles. Je n'arrêtais pas de leur dire de faire attention. Si quelque chose tourne mal, faites demi-tour et revenez. Ne jouez pas les héros. Tôt le lendemain matin, à l'aube, papa et Marcus sont partis en canot pneumatique, en direction de la côte du continent. Caleb et moi sommes restés sur l'île déserte, à renforcer les défenses de la base, à vérifier les pièges et les armes, tout en prenant soin chaque jour des créatures écailleuses, entretenant cette fragile relation symbiotique. En même temps, nous montions la garde près des équipements de communication, en attendant de leurs nouvelles. Mais le deuxième jour après leur départ, le téléphone satellite a soudainement perdu le contact. Quoique Caleb ait tenté, le signal ne revenait pas. Je paniquais, d'innombrables suppositions terribles m'envahissaient l'esprit. J'avais peur qu'ils se soient fait attaquer par des zombies, ou qu'ils aient croisé d'autres mutants. Caleb n'arrêtait pas d'essayer de me calmer, disant que c'était probablement des interférences. Il m'a dit de ne pas trop y penser, mais je n'arrivais pas à chasser cette inquiétude. Je fixais les communications, priant pour que le signal revienne. Au moment où on perdait la tête à cause de la panne, quelque chose a soudainement bougé près du rivage. Un grand bruit d'éclaboussure s'est rapproché de loin. Nous nous sommes précipités vers la plage pour vérifier. Un essaim de poissons mutants, infecté par le virus, a déferlé sur le sable, avançant vers notre base. Tout comme les poissons toxiques qui avaient heurté notre yacht plus tôt. Caleb et moi avons attrapé nos armes et rejoint le combat. Caleb a déclenché les pièges à flammes que nous avions installés. Les flammes ont jailli instantanément, bloquant certains poissons. J'ai abattu les poissons toxiques qui avaient traversé les flammes et s'approchaient de la base. Après une bataille difficile, nous avons finalement éliminé tous les poissons. Nous avons tenu la base, mais les communications étaient toujours coupées. J'étais encore plus inquiète pour papa et Marcus. L'angoisse en moi ne cessait de grandir. 3 jours que les communications sont coupées. Caleb et moi, on attend au bord de la mer tous les jours, les yeux rivés sur le continent, en espérant voir papa et Marcus apparaître. Mais la mer est toujours calme. Pas un bateau en vue. Pendant ce temps, ces créatures à écailles sont devenues agitées tout à coup, criant et se dirigeant vers le continent toute la journée, leurs yeux pleins de vigilance, comme s'ils avertissaient d'un danger inconnu. En les voyant agir si bizarrement, mon anxiété a grimpé. Je me suis dit que quelque chose de grave avait dû se passer sur le continent. Papa et Marcus étaient probablement en danger. Je ne pouvais pas rester là à attendre. J'ai décidé sur le moment que Caleb garderait la base et s'occuperait des créatures à écailles, pendant que je prendrais le bateau pour explorer la côte du continent. Chercher papa et Marcus. Caleb était totalement contre. Il a insisté pour venir, quoi qu'il arrive. Il a dit qu'il ne me laisserait pas y aller seul, qu'on devait rester ensemble et se couvrir mutuellement. On s'est disputé un moment, et on a finalement accepté. Laisser quelques provisions et les créatures à écailles derrière. Verrouiller les défenses de la base. Prendre le bateau tous les deux pour le continent, et chercher papa et Marcus ensemble. Nous avons bientôt atteint la côte du continent. La vue était terrifiante. Le rivage grouillait de zombies, tellement dense, à perte de vue. Encore plus terrifiant, certains zombies avaient des ailes, tournant et criant au-dessus, chassant les survivants. Nous sommes restés en alerte maximale. Nous avons soigneusement amarré le bateau dans un endroit caché. Nous avons avancé à travers les décombres, en nous fiant à notre connaissance du terrain, essayant de trouver un signe de papa et Marcus. Caleb et moi avançons prudemment dans les ruines, toujours à l'affût des zombies autour de nous, surtout ceux mutants volants. Un faux pas et nous serons repérés. Alors que nos recherches ne donnaient rien et que l'anxiété montait, Caleb a soudain repéré un objet familier, la veste de Marcus, posée près d'un mur effondré. J'ai couru et ramassé la veste, qui était tachée de sang. Mon cœur s'est serré en l'examinant, les mains tremblantes, mais heureusement, il n'y avait pas de marque de morsure évidente. J'ai pensé qu'ils étaient juste blessés, pas infectés, alors je me suis un peu détendue. Nous avons suivi la traînée de sang, qui était intermittente, nous menant vers un entrepôt abandonné du quai. Après nous être approchés de l'entrepôt, nous avons entendu une respiration faible à l'intérieur, et des zombies gémissants et rôdant dehors. Nous avons discrètement contourné jusqu'à la porte arrière, l'avons entrouverte prudemment, et effectivement, j'ai vu papa et Marcus. Il s'est avéré qu'après avoir atteint la côte, ils ont été rapidement attaqués par des zombies mutants, Marcus se blessant en couvrant papa, les forçant à se cacher dans cet entrepôt, leur communication endommagée dans le chaos, les laissant incapables de nous contacter. J'ai immédiatement ouvert la porte et leur ai dit de se cacher, pendant que Caleb et moi éliminions les zombies dehors. Une fois à l'intérieur, j'ai attrapé les médicaments et soigné les blessures de Marcus, qui étaient assez graves, mais heureusement pas mortelles, sans marque de morsure. Caleb s'est affairé à réparer les communications, essayant de rétablir le signal pour contacter l'extérieur, tout en inspectant l'entrepôt. Dehors, les gémissements des zombies se rapprochaient, sentant clairement notre présence, rendant cruciale notre évacuation immédiate. Juste à ce moment, papa a sorti une carte pliée de sa poche, et m'a dit qu'il l'avait trouvée dans l'entrepôt. Elle marquait une base militaire intérieure.
réputée pour avoir de nombreux survivants et des provisions, ce qui en fait notre meilleure chance pour une zone sûre. Nous avons rapidement emballé les provisions et rangé la carte. À la faveur de la nuit, nous sommes glissés par la porte arrière de l'entrepôt. Nous avons couru vers l'endroit où le bateau était amarré. La nuit était sombre. Les ruines grouillaient de zombies. Des rugissements résonnaient de partout. Nous restions accroupis, essayant d'éviter les hordes. Mais nous sommes inévitablement tombés sur un grand groupe de zombies. Parmi eux se trouvaient ces zombies mutés qui avaient développé la capacité de voler. Ils tournoyaient au-dessus de nous, nous poursuivant sans relâche. Marcus était blessé, mais il insistait pour couvrir l'arrière. Il serrait son arme et abattait les zombies poursuivants avec précision, nous faisant gagner du temps pour nous échapper. Je menais la marche, dirigeant tout le monde pour éviter les zones denses en zombies et choisissant une route relativement sûre. Caleb aidait à soutenir Marcus, accélérant le pas, n'osant pas s'arrêter un instant. Nous étions sur le point d'atteindre le bateau quand un zombie volant a soudainement plongé du ciel et s'est jeté sur moi avec une vitesse incroyable. Je n'ai pas eu le temps de réagir, j'ai juste fermé les yeux instinctivement. Juste à ce moment, Caleb s'est jeté devant moi sans hésiter. Le zombie lui a tailladé le bras gravement, et un liquide vert foncé a touché sa blessure. Mon cœur s'est serré, un mélange de colère et d'inquiétude. J'ai immédiatement levé mon arme et fait exploser la tête du zombie d'un seul coup. Ensuite, nous avons aidé Marcus, traîné Caleb blessé, et grimpé désespérément sur le bateau. Caleb a serré les dents et a démarré le moteur. Le bateau s'est rapidement éloigné du rivage, se dirigeant vers l'île déserte. De retour sur l'île, j'ai immédiatement sorti l'antidote et les anti-inflammatoires. J'ai soigné la blessure de Caleb. Heureusement, la blessure n'était pas infectée par le virus, juste une égratignure ordinaire. Tout le monde s'est finalement senti soulagé. Pendant le repos, nous avons discuté et décidé d'attendre que Caleb et Marcus soient complètement guéris, et ensuite nous diriger directement vers cette base militaire intérieure pour la reconnaître. Avec assez de médicaments et de bons soins, les blessures de Caleb et Marcus ont commencé à guérir. Les plaies sur leurs bras ont commencé à former des croûtes. Ils pouvaient bouger normalement à nouveau. Pendant ce temps, nous nous sommes affairés à préparer les provisions pour le voyage vers la base. Nous avons compté les munitions, rempli l'eau douce et trié les médicaments. Nous avons rempli la cale du bateau à ras-bord, pour avoir assez pour le voyage. Ces créatures écailleuses semblaient savoir que nous partions. Elles traînaient autour de notre avant-poste chaque jour, refusant de partir. Elles nous ont même apporté du poisson frais des profondeurs, et les ont déposés à notre porte, comme si elles nous faisaient nos adieux. En voyant à quel point elles étaient douces, je me suis sentie si réticente à partir. Après tout ce temps passé avec elles, nous les considérions déjà comme des amis. Mais nous devions trouver un endroit plus sûr. Je ne pouvais que les remercier dans mon cœur pour leur compagnie et leur protection. Caleb était occupé à vérifier le bateau de secours et à renforcer la coque, à vérifier le moteur et l'équipement de navigation, pour s'assurer que nous serions en sécurité en mer. Il a aussi monté quelques mitrailleuses sur le bateau, pour renforcer sa défense. Papa a pris la carte que nous avions trouvée, et a soigneusement planifié l'itinéraire vers la base militaire, en évitant les eaux dangereuses et les zones de zombies que nous connaissions, en choisissant les chemins les plus isolés possibles. La veille de notre départ, nous étions assis autour du feu de camp, l'ambiance lourde mais pleine d'espoir. J'ai partagé des fragments de souvenirs de ma vie passée concernant la base, les avertissant des dangers qui s'y trouvaient, comme des hordes de zombies mutants et des conflits de ressources. Marcus a dit à tout le monde de rester sur le qui-vive, de se couvrir mutuellement, et de ne pas paniquer, juste suivre les ordres. Le lendemain matin, nous avons fait nos adieux aux créatures écailleuses, mis les voiles vers le continent intérieur, commençant un nouveau voyage de survie. Le petit bateau a navigué jusqu'à l'embouchure de la rivière. Nous avons abandonné le bateau et débarqué. Nous avons longé la rive en direction de la base militaire. Les environs étaient déserts. Des véhicules abandonnés gisaient renversés sur le bord de la route. Des restes de zombies étaient partout. L'air était chargé d'une odeur de pourriture. Parfois, quelques zombies erraient. Nous travaillions en silence, coordonnés. Nous les avons vite éliminés sans faire de bruit. Avec les souvenirs de ma vie passée, j'ai évité une zone industrielle infestée de zombies. J'ai guidé tout le monde par des chemins écartés, en minimisant les affrontements inutiles. Les chemins étaient envahis d'herbe et bien cachés. Après environ une demi-journée de marche, nous sommes arrivés à une maison abandonnée et avons entendu des sanglots faibles. Nous nous sommes mis en alerte maximale. Nous avons saisi nos armes et approché la maison. Après avoir poussé la porte, nous avons vu une petite silhouette blottie dans le coin. C'était une petite fille, être 5 ou 6 ans. Elle portait des vêtements en lambeaux. Son visage était couvert de saleté et de traces de larmes. La peur a rempli ses yeux quand elle nous a vus, et elle s'est recroquevillée timidement. Elle a murmuré, nous suppliant de ne pas lui faire de mal. Papa a immédiatement adouci son ton. Il l'a doucement réconfortée. Nous avons appris que ses parents avaient été tués par des zombies. Elle se cachait ici seule. Elle n'avait pas mangé depuis des jours. Papa, bon cœur, a vu à quel point elle était pitoyable, et a insisté pour l'emmener avec nous. Il a dit qu'on ne pouvait pas la laisser seule dans cet endroit dangereux. Je craignais qu'elle ne nous ralentisse. Elle pourrait aussi apporter des dangers inconnus. Mais en voyant ses yeux impuissants, je n'ai tout simplement pas pu supporter de la laisser mourir. Alors j'ai cédé. Nous avons nommé la petite fille Lily.
ce qui signifie se souvenir du passé et chérir le présent. Tout le monde s'est relayé pour s'occuper de Lily en chemin. Nous lui avons donné de la nourriture et de l'eau et nettoyé son visage. Lily était timide mais sage. Elle a progressivement baissé sa garde. Parfois, elle nous chuchotait. Sa présence était comme un rayon de lumière. Pour ce voyage sombre et brutal à travers l'apocalypse, elle apportait une rare touche de chaleur. Continue d'avancer avec Lily. On se rapproche de la base. Plus de zombies sur la route. Et ils sont bien plus évolués. Certains zombies sont recouverts de carapaces dures. Les balles normales ne font que laisser une marque blanche. Impossible de les traverser, leur défense est dingue. On n'ose pas les affronter directement. On les contourne prudemment. Marcus, avec toute son expérience de combat, nous a fait utiliser le terrain pour nous abriter. Viser leurs points faibles, les yeux et les articulations. Ces endroits ne sont pas blindés. C'est là qu'on les frappe. On a avancé en équipe, en éliminant les zombies sur notre passage. Une progression lente mais régulière. En chemin, grâce à mes souvenirs de vie antérieure, j'ai trouvé un arsenal abandonné caché dans la montagne. La porte était bien verrouillée, on l'a forcé ensemble. Ce qu'on a vu à l'intérieur nous a excités. Quelques lance-roquettes et beaucoup de munitions à l'intérieur. Plus beaucoup d'équipements anti-souffle. Ces armes étaient notre plus grand atout pour atteindre la base. Avec ça, on avait beaucoup plus confiance face aux zombies mutants. Caleb a rapidement assemblé un lance-roquette, a visé un groupe de zombies mutants à proximité, et a appuyé sur la gâchette sans hésiter. L'explosion était massive, transformant instantanément la zone en une mer de feu. Des dizaines de zombies ont été pulvérisés sur le coup. Leurs carapaces dures n'ont pas résisté à cette explosion. On a profité de l'occasion pour accélérer. Mais on n'était pas allé loin quand un zombie mutant géant a soudainement surgi des ruines. Il était anormalement fort. Il pouvait retourner des voitures abandonnées comme des jouets. Il a foncé droit sur nous. On s'est retrouvés immédiatement dans un combat brutal. Je suis resté calme et j'ai étudié ses mouvements. Et j'ai réalisé que ses yeux étaient le seul point faible. J'ai crié pour prévenir tout le monde. Marcus a rapidement ajusté l'angle du lanceur, a visé son œil. Il a tiré sans hésiter, et le tir a touché parfaitement. Le zombie mutant géant a poussé un rugissement sanglant. Il s'est effondré au sol et est resté immobile. On a poussé un soupir de soulagement, repris notre souffle, puis on a continué vers la base. Après un voyage long et dangereux, nous sommes enfin arrivés à la base militaire. La porte de la base était bien scellée. De hauts murs étaient garnis de fortifications défensives. Des barbelés étaient enchevêtrés partout. On pouvait distinguer des survivants se déplaçant à l'intérieur des murs. Des gardes patrouillaient, très alerte. Les installations de défense ici sont bien établies, assurément plus sûres qu'ailleurs. Pour éviter d'être pris pour un ennemi, j'ai dit à tout le monde de se cacher derrière les ruines voisines. Je me suis approchée seule pour aider. Je leur ai dit qui nous étions et pourquoi nous étions venus. J'ai dit que nous cherchions un abri, et aussi que nous voulions en savoir plus sur les zones sûres. Quand les gardes de la base ont entendu ça, ils m'ont immédiatement visé avec méfiance. Ils ont observé attentivement pendant un long moment. Après avoir fait un rapport par radio, ils ont finalement ouvert la porte et nous ont laissé entrer. À l'intérieur, tout était ordonné, avec des centaines de survivants, surtout des personnes âgées, des femmes et des enfants. Les valides formaient la garde, chargée de la défense de la base. Le commandant de base était un officier à la retraite. Quand il a appris que papa et Marcus étaient aussi des vétérans, il nous a réservé un accueil très chaleureux. Il nous a arrangé un hébergement temporaire. Le commandant a dit que les provisions étaient abondantes, avec un système de défense solide et des installations médicales. Donc pour l'instant, c'était sûr. Mais ensuite, son ton est devenu grave. Il a dit que la base avait récemment subi de fréquentes attaques de mutants, et ils avaient subi de lourdes pertes. J'ai demandé s'ils avaient des plans pour aller en mer. Après tout, le yacht était notre ultime refuge. Le commandant a secoué la tête. Il a dit que l'océan n'était plus sûr non plus. Récemment, de nombreux survivants ont vu d'énormes formes sombres dans les profondeurs marines, se déplaçant étrangement, soupçonnées d'être des créatures mutantes géantes. Leur puissance pourrait largement dépasser celle des zombies mutants sur Terre. En entendant cela, mon cœur s'est serré. Je pensais que l'océan était un havre de paix. Jamais je n'aurais pensé qu'un si grand danger s'y cachait aussi. Pour l'instant, je devais mettre de côté l'idée de retourner au yacht. Nous nous reposerions à la base et verrions comment les choses évoluent. On n'est pas resté à rien faire à la base. On a aidé la garde à repousser les attaques de mutants. Caleb a mis ses compétences à contribution, en améliorant le système de défense de la base. Il a installé des systèmes d'alerte précoce et des pièges. Il a aussi réparé quelques armes de défense endommagées. Ça a vraiment renforcé les défenses de la base, et réduit les pertes parmi la garde. Quant à moi, j'ai utilisé mes souvenirs de ma vie antérieure, et j'ai expliqué au commandant de base et à la garde les faiblesses et les schémas d'attaque des différentes créatures mutantes. Je leur ai appris à gérer différents types de mutants, à éviter les attaques mortelles et à combattre plus efficacement. Papa et Marcus ont entraîné les jeunes survivants, leur enseignant les compétences de combat de base et les connaissances de survie. Ils leur ont appris l'autodéfense, car dans l'apocalypse, ce sont les forts qui survivent. Lily s'est fait des amis avec d'autres enfants à la base. Elle a commencé lentement à surmonter la perte de ses parents. Elle avait un sourire aux lèvres, un sourire que nous n'avions pas vu depuis longtemps. Elle jouait avec ses amis tous les jours, nous enlevant un souci. La vie à la base était simple,
mais elle était chaleureuse et animée. Pendant un instant, cela nous a fait oublier à quel point l'apocalypse était cruel. Mais les bons moments ne durent jamais. Notre paix n'a pas duré longtemps. Un jour, le radar de la base a soudainement émis une alarme stridente. L'écran montrait une énorme cible en mouvement se dirigeant droit vers la base. C'était bien plus grand que toutes les créatures mutantes que nous avions affrontées. Le commandant de base avait l'air sombre et a supposé qu'il s'agissait être de cette créature mutante géante des profondeurs dont les survivants parlaient. Elle était effectivement venue des profondeurs marines jusqu'à la terre ferme. Une crise mortelle arrivait. La créature mutante géante se rapproche lentement. Le sol commence à trembler légèrement. Les tremblements s'intensifient. La panique gagne les survivants dans la base. Des cris et des pleurs remplissent l'air, le chaos. Le commandant de base organise immédiatement une défense. Il ordonne à moi, Marcus et aux autres d'emmener les femmes, les enfants et les personnes âgées à l'abri souterrain. Lui et la garde d'élite resteront, pour combattre la bête géante jusqu'à la mort. Mais je secoue la tête et refuse la proposition. Je dis au commandant de base, ce géant des profondeurs prospère dans l'océan. La terre ferme n'est pas son fort. En plus, il est énorme et facile à repérer. Plutôt que de battre en retraite paniquée, nous devrions utiliser les défenses de la base pour le combattre. Si nous concentrons notre puissance de feu, nous pourrions avoir une chance. Marcus et Caleb sont d'accord. Ils sont prêts à rester et à se battre à mes côtés. Papa s'avance. Il dirige les autres survivants valides pour renforcer les murs de la base et transporter des munitions et des provisions. Il termine les derniers préparatifs défensifs. Caleb calibre rapidement les armes défensives. Il s'assure que tous les canons automatiques et lance-roquettes fonctionnent. Marcus et moi répartissons les tâches. Marcus commande la garde. Je surveille les mouvements de la créature et cherche son point faible. Bientôt, la créature mutante géante apparaît à la porte de la base. Elle est massive, comme une petite montagne. Elle est couverte d'épaisses écailles. Sur sa tête se trouvent 2 yeux géants. Ils brillent d'une lumière froide. Alors qu'elle s'approche, elle frappe ses énormes tentacules contre les murs de la base. Le mur solide s'effondre en gros morceaux. Des débris volent partout tandis que la garde ouvre le feu. Lance-roquettes et canons automatiques crachent du feu. Mais ils ne laissent que des égratignures sur la bête. Ils ne peuvent pas du tout arrêter son attaque. La défense de la créature est bien plus coriace que prévu. Les attaques de la créature mutante géante deviennent plus intenses. Les défenses de la base sont sur le point de s'effondrer. Des gardes sont à terre, blessés, des cris partout. Le moral est en chute libre. Je regarde, le cœur battant de peur. Je me creuse la tête. Ai-je déjà vu cette créature mutante géante dans ma vie antérieure? Puis ça me frappe. Cette bête des profondeurs a une faiblesse fatale, une écaille inversée sur la tête. C'est son point le plus faible, mais elle est vraiment bien cachée. Normalement recouverte par des écailles épaisses, presque impossible à exposer. Je le dis à tout le monde immédiatement. Plan rapide. Caleb ajuste l'angle du lance-roquette, vise sa tête et attend que l'écaille inversée réapparaisse. Marcus mène une attaque de flanc avec quelques gardes, attire son attention et ralentit-la. Papa couvre l'évacuation des blessés et des survivants, protège les personnes âgées et les enfants. Je vais m'occuper moi-même d'un lance-roquette. Je vais garder les yeux fixés sur sa tête, attendre l'ouverture parfaite. Plan établi. En avant, Marcus charge avec la garde, utilisant des charges explosives sur ses membres, essayant de limiter ses mouvements. Le géant est furieux, il rugit de façon assourdissante. Il balance des tentacules vers Marcus et les autres. Attention détournée, je serre le lance-roquette fermement, fixant sa tête, sans ciller. Je ne peux pas me permettre de cligner des yeux. Enfin, alors qu'il ouvre la bouche pour rugir, l'écaille inversée sur sa tête apparaît un instant. Elle est d'une couleur différente des autres, luisant faiblement en rouge. Maintenant, j'appuie sur la gâchette. Sans hésitation, la roquette frappe l'écaille inversée en plein dedans. Il pousse un cri perçant. Son corps tremble violemment. Ses attaques ralentissent. L'assaut faiblit. La bête blessée est devenue encore plus féroce. Elle a agité ses tentacules sauvagement, démolissant les bâtiments de la base. Les débris ont volé partout. De nombreux gardes ont été frappés et sont tombés sur le coup. Mais nous n'avons pas reculé, nous avons riposté avec tout ce que nous avions. Caleb n'arrêtait pas de tirer des roquettes, touchant son point faible en plein dans le mille. Chaque coup faisait rugir la bête de douleur. Ses mouvements devenaient de plus en plus lents. Marcus a conduit la garde en chargeant vers l'avant. Ils ont attaché des charges explosives à ses membres. L'explosion a déchiré ses membres. Du sang vert foncé a jailli. Elle pouvait à peine bouger maintenant. Je n'arrêtais pas de tirer avec le lance-roquette, frappant son point faible, agrandissant les blessures pour l'épuiser. En plein combat, la bête a soudain ouvert la gueule. Un torrent de venin noir a jailli, frappant le sol, creusant instantanément de petits trous dans le sol. De nombreux gardes n'ont pas pu esquiver et ont été éclaboussés de venin. Ils sont tombés au sol inconscients, c'était critique. J'ai crié à tout le monde de se mettre en sécurité. J'ai envoyé quelqu'un chercher des médicaments antidotes pour soigner les gardes blessés et limiter les pertes. Avec une détermination farouche, nous avons combattu la bête pendant près d'1 heure. La bête perdait de sa vigueur. Elle bougeait plus lentement. Ses rugissements devenaient de plus en plus faibles. Le sang continuait de couler de ses blessures. Finalement, elle a cédé. Elle s'est écrasée au sol,
sans vie. Regardant la bête abattue, nous nous sommes effondrés au sol, épuisés, meurtris mais ravis. Nous avons enfin surmonté cette crise mortelle et sauvé la base et nos camarades survivants. Une fois la crise terminée, tout le monde s'est mis à nettoyer la base, soigner les blessés, déblayer les décombres, enterrer les gardes tombés, réparer les bâtiments endommagés. La commandante de base nous était vraiment reconnaissante. Elle a rassemblé tous les survivants et nous a félicités devant tout le monde. Elle nous a aussi demandé de rester en tant que gardes principaux pour protéger cet endroit ensemble. Papa et Marcus étaient tentés. Après tout, la base avait beaucoup de provisions, des défenses solides et beaucoup de survivants. Plus de dérives en mer. Cela ressemblait vraiment à un bon endroit pour s'installer. Mais je voyais les choses différemment. La créature mutante géante n'est pas apparue par hasard. Elle peut venir des profondeurs marines jusqu'à la Terre, ce qui signifie que les mutants océaniques se propagent déjà sur Terre. Et d'autres mutants, plus forts, viendront. La Terre n'est pas complètement sûre. J'ai toujours pensé que notre forteresse Superiat était le foyer le plus sûr. Bien sûr, la mer a ses dangers, mais nous pouvons naviguer librement et éviter les zones à risque. Et le système de défense du Superiat a été amélioré plusieurs fois, assez pour faire face à la plupart des menaces. Caleb était de mon côté. Il a suggéré que nous prenions les survivants qui voulaient venir avec nous sur le Superiat et construisions une base de survie maritime, loin des conflits et des dangers sur Terre. Après en avoir discuté, nous avons décidé de retourner sur le Superiat. Quand la commandante de base a entendu notre décision, elle était un peu déçue mais a compris. Elle a préparé des tonnes de provisions, de médicaments et d'armes pour nous. Elle a aussi choisi 20 survivants qualifiés, dont des mécaniciens, des médecins et des agriculteurs. Ils ont accepté de venir avec nous en mer pour aider à construire la base de survie maritime. Nous avons ramené 20 survivants et navigué jusqu'à cette île déserte. De loin, nous avons aperçu ces créatures écailleuses qui traînaient sur le rivage. Quand elles ont vu notre navire, elles ont nagé vers nous, toutes excitées et amicales. Elles n'arrêtaient pas de tourner autour du navire, comme si elles nous souhaitaient la bienvenue. Les voir m'a réchauffé le cœur. Je suis contente qu'elle soit restée. Nous avons décidé de nous reposer sur l'île déserte quelques jours avant de retourner au yacht. Caleb a emmené quelques survivants avec des compétences en mécanique et a vérifié minutieusement le yacht et les petits bateaux. Ils ont remplacé les pièces endommagées pour s'assurer que tous les navires étaient en état de naviguer. Papa et Marcus ont dirigé les autres survivants pour renforcer la base de l'île, installer des abris temporaires et dégager une zone sécurisée. Pendant ce temps, ils les ont entraînés à utiliser des armes pour améliorer leur autodéfense. J'ai réorganisé le plan de survie maritime, en répartissant efficacement l'espace du yacht, en le divisant en quartiers d'habitation, stockage, médical et compartiments de défense, en veillant à ce que chaque zone remplisse son rôle. Pendant ce temps, j'ai remarqué que certains survivants étaient agités, se plaignant de la dureté de l'apocalypse et de l'injustice de la répartition des ressources. Certains complotaient même pour voler des provisions, essayant de perturber l'ordre. Après l'avoir appris, j'ai immédiatement rassemblé tous les survivants et je me suis occupé de ceux qui complotaient. J'ai clarifié les règles de survie, les ressources sont réparties en fonction du travail, plus on travaille, plus on reçoit. Chacun fait son travail et suit les ordres. Pas de cache d'armes ni de vol. Les contrevenants sont exclus. Je leur ai dit que dans cet apocalypse, ce n'est qu'en travaillant ensemble et en s'entraidant que nous pouvons y arriver. Être seul, c'est suicidaire. Les survivants ont été intimidés par mon attitude et ont tous accepté de suivre les règles. Petit à petit, l'ordre a été rétabli. Après m'être reposé sur cette île, nous avons ramené la créature blindée et 20 survivants à notre forteresse sur le yacht. En remontant à bord, cette sensation familière m'a envahi. Maintenant, c'est notre vraie maison. Caleb s'est plongé dans l'optimisation du système de défense du yacht. Il a installé plus de canons automatiques et de dispositifs d'alerte, et a placé des mines sous-marines autour du yacht, créant un réseau défensif complet pour empêcher les mutants de nous surprendre. Papa s'est occupé des provisions, en établissant un inventaire détaillé, distribuant nourriture, médicaments et produits de première nécessité, en s'assurant que chaque survivant ait l'essentiel, tout en contrôlant strictement la consommation pour éviter le gaspillage. Marcus a constitué une équipe de patrouille, choisissant quelques survivants costauds et habiles avec les armes, les menant en patrouille quotidienne autour du yacht, à l'affût des zombies et des mutants, pour garder le yacht en sécurité. Je tenais des réunions régulières, pour vérifier les besoins de chacun, et ajuster le plan de survie si nécessaire. En parallèle, j'ai montré à tous comment repérer les créatures marines comestibles et les légumes sauvages, expliqué comment utiliser le désalinisateur d'eau, pour nous rendre plus autonomes, et réduire notre dépendance aux réserves. La créature blindée nageait autour du yacht, devenant notre gardienne des mers. Dès qu'elle sentait quelque chose d'anormal, elle sifflait en avertissement. Avec tout le monde qui s'entraidait, la forteresse du yacht s'est peu à peu organisée. Chacun faisait sa part et travaillait en équipe, sans bagarre ni chaos. C'est devenu un rare havre de paix dans l'apocalypse, qui nous protège tous. Le yacht voguait tranquillement en mer depuis des jours. On s'est habitué à la vie en mer. Pêcher, planter, réparer du matériel, monter la garde tous les jours. Simple, mais paisible. Caleb et moi étions ensemble jour et nuit. Il était toujours là quand j'avais le plus besoin de lui. Il partageait silencieusement mon fardeau, me protégeait. À travers une crise après l'autre, on se soutenait mutuellement, et notre lien s'est renforcé. Ce soir-là,
le coucher du soleil peignait la mer de paillettes. Caleb m'a emmené sur le pont et m'a avoué ses sentiments. Ses yeux étaient sincères et déterminés. Il a vidé son cœur sur ce qu'il ressentait. Je l'ai regardé. J'étais tellement touchée que j'ai dit oui sans hésiter. Quand la nouvelle s'est répandue, papa et Marcus étaient heureux pour nous. Les autres survivants ont tous envoyé leurs vœux. Dans cet apocalypse cruel, cet amour sincère a réchauffé le cœur de tout le monde. Papa a vu à quel point j'étais heureuse et s'est senti tellement soulagé. Il s'est assis avec Marcus sous l'auvent, buvant du thé et discutant, se demandant à quel point on a de la chance dans cette vie. Dans la vie précédente, nous avons été brutalement tués par Samantha. Dans cette vie, non seulement nous avons survécu, mais nous nous sommes protégés mutuellement. Nous avons trouvé des partenaires fiables et construit un foyer sûr. Rien de tout cela n'a été facile, mais les jours paisibles ne durent jamais longtemps. Au moment où nous étions perdus dans le bonheur et la sécurité, le radar du yacht a soudainement émis une alarme perçante, brisant la paix. Caleb s'est précipité dans le cockpit, le visage sombre, et a dit « Le radar a détecté une cible sous-marine massive. Elle se déplace incroyablement vite, droit sur nous. Sa taille est encore plus grande que cette créature mutante géante des profondeurs que nous avons affrontée avant. C'est probablement une créature mutante plus puissante. Une nouvelle crise nous attend. Une créature mutante géante des profondeurs a jailli sous le yacht et a commencé à heurter violemment la coque. Le yacht a violemment tangué. Des objets sur le pont ont commencé à tomber. Des parties de la cabine ont été endommagées. L'eau de mer s'est engouffrée par les brèches et la situation est devenue critique. Je me suis calmée immédiatement et j'ai ordonné à tout le monde de mettre en place les mesures d'urgence. Division claire du travail. Chacun a fait sa part pour minimiser les dégâts. Caleb a attrapé quelques mécaniciens et s'est précipité dans la cabine endommagée pour colmater les fuites et fermer les vannes d'admission. Pendant ce temps, ils ont vérifié les moteurs et l'équipement de navigation pour s'assurer que le yacht était toujours opérationnel. Marcus a mené l'équipe de patrouille et a allumé tous les canons automatiques et les mines sous-marines. Ils ont ouvert le feu sur la bête pour la repousser et gagner du temps pour les réparations. Papa a rassemblé les survivants pour déplacer les personnes âgées, les femmes et les enfants dans la cabine sécurisée du pont central. Ils ont renforcé les portes pour éviter les inondations et les accidents. Je me tenais dans le cockpit, m'appuyant sur mes souvenirs de mon ancienne vie pour me rappeler des informations sur cette bête géante. Pendant ce temps, je surveillais l'écran radar, observant ses schémas d'attaque et cherchant une faiblesse. Les attaques de la bête sont devenues plus féroces. Le système de défense du yacht était au bord de l'effondrement. Les mines sous-marines et les canons automatiques ne pouvaient que la ralentir temporairement. Ils ne pouvaient pas infliger de dégâts fatals. L'eau de mer continuait de s'engouffrer dans la cabine. Les réparations ne pouvaient pas suivre le rythme des dégâts. Le yacht risquait de chavirer à tout moment. Je savais qu'il fallait trouver rapidement le point faible de la bête et porter le coup fatal. Sinon, nous finirions tous au fond de l'océan. Je suis scotché au radar observant chaque mouvement de la bête. Chaque fois qu'elle percute la coque, elle remonte à la surface pour respirer. Chaque respiration dure environ 15 secondes, et à ce moment, sa tête est complètement exposée hors de l'eau. De plus, je remarque qu'il y a une zone de peau sensible autour de ses yeux, pas d'épaisse écaille là, et la couleur est différente du reste. Ça doit être son point faible. Je partage ça avec tout le monde immédiatement, et j'élabore un plan de bataille. Caleb manœuvre le yacht avec précision, en utilisant les courants océaniques, pour diriger la bête vers notre zone d'attaque, limitant ses mouvements. Marcus prend l'équipe de patrouille, prête à combattre. Quand la bête remonte pour respirer, concentrer toute la puissance de feu sur la peau sensible autour de ses yeux. Papa continue d'organiser les survivants pour renforcer la cabine, colmater les brèches et minimiser les inondations. Je vais utiliser le lance-roquette, attendant le moment parfait pour porter le coup fatal. Les créatures blindées se joignent aussi au combat, encerclant la bête, la griffant avec leurs écailles tranchantes, la distrayant, créant des ouvertures pour nous. Chacun fait sa part, en parfaite synchronisation, suivant le plan étape par étape. Caleb manœuvre le yacht avec les courants, guidant la bête vers la zone cible. Tout se déroule comme prévu. Tout le monde est en position, comme prévu. Les yeux sur l'eau. Comme prévu, la bête géante remonte pour respirer. Sa tête massive émerge de l'eau. La peau molle autour de ses yeux est claire comme de l'eau de roche. Marcus donne immédiatement l'ordre de tirer, et les canons automatiques et les armes à feu font feu. Un torrent de feu frappe le point faible de la bête. Du sang vert foncé jaillit de la blessure. Teignant la mer en rouge, la bête devient folle. Elle pousse un rugissement qui déchire le ciel. Agitant ses tentacules, elle charge frénétiquement vers le yacht. Elle essaie d'éperonner le yacht pour se venger. Je saisis cette chance de l'instant. Je pointe le lance-roquette, en visant les blessures autour de ses yeux. Et sans hésiter une seconde, j'appuie sur la gâchette. La roquette fait mouche. Le rugissement de la bête s'éteint instantanément. Son corps tremble violemment. Lentement,
ses forces s'évanouissent et elle coule. Au moment où nous pensons que le danger est passé et que nous allons nous détendre, la bête lance soudain une contre-attaque désespérée. Rassemblant toutes ses forces, elle déploie un tentacule géant. Il s'enroule étroitement autour de la coque du yacht, essayant de faire chavirer le yacht. Le yacht tangue violemment, plus violemment que jamais. Certains survivants perdent pied et tombent. La brèche dans la cabine s'élargit. L'eau de mer s'engouffre et la situation redevient critique. Mon cœur se serre. Je crie à tout le monde de rester calme et de continuer à suivre le plan. Nous savons tous que c'est le dernier souffle de la bête. Si nous parvenons à nous libérer, nous serons définitivement en sécurité. Tout le monde donne tout, se jetant dans ce combat pour la vie ou la mort. Face à la contre-attaque finale de la bête, on n'a pas paniqué une seconde. Chacun a fait sa part, en donnant tout. J'ai ordonné à Caleb d'allumer les moteurs principaux du yacht, plein gaz. Pour se libérer des tentacules, les moteurs rugissaient. Le yacht a bondi en avant, égalant la force de la bête. Marcus a mené la patrouille, a attrapé chaque explosif, les a allumés et lancés sur les tentacules autour de la coque. Les explosifs ont détonné, et le choc a un peu relâché l'étreinte de la bête. Du sang vert foncé a jailli. Papa a mené les survivants, en renforçant les fixations de la cabine, en bloquant les brèches avec des planches, pour empêcher l'eau de mer d'entrer. Il s'est occupé de ceux qui sont tombés, protégeant tout le monde. Les créatures écailleuses sont devenues folles, attaquant les blessures et les tentacules de la bête, la tailladant avec leurs écailles tranchantes, aggravant ses blessures, épuisant sa force. J'ai surveillé de près les mouvements de la bête, et dès que j'ai vu un tentacule se relâcher, j'ai dit à Caleb d'accélérer les moteurs, et de se libérer. Après une lutte palpitante, les tentacules de la bête ont enfin lâché le yacht. Son corps a lâché, et s'est lentement effondré sur la surface de la mer, sans vie, coulant au fond. Nous avons regardé l'endroit où il a disparu, et avons enfin repris notre souffle. Épuisés, nous nous sommes affalés sur le pont, meurtris mais vivants. Le yacht était abîmé, et nous avons perdu quelques provisions, mais heureusement, personne n'a été blessé. Tout bien considéré, nous avons réussi. Une fois la crise résolue, on ne s'est pas du tout reposé. On s'est tout de suite mis à réparer le yacht. Caleb a dirigé les mécaniciens et les survivants qualifiés pour inspecter soigneusement les dégâts du yacht. Réparer la cabine endommagée, remplacer l'équipement de défense endommagé, et reposer des mines sous-marines et des dispositifs d'alerte précoce. En même temps, on a réparé le moteur et l'équipement de navigation pour que le yacht puisse naviguer correctement. Papa et les autres ont nettoyé les taches, le sang et les débris sur le pont, ont fait l'inventaire des provisions, et ont compté la consommation de munitions, de médicaments et de nourriture. On a réapprovisionné les réserves basses, séché les objets imbibés d'eau de mer, pour minimiser les pertes. Marcus a mené une patrouille, en faisant le tour du yacht dans un petit bateau, à la recherche de signes d'autres créatures mutantes. Après s'être assuré que les eaux étaient sûres, ils sont revenus soulagés. Je suis resté dans la cabine, calmant les survivants effrayés, surtout les personnes âgées et les enfants, les rassurant patiemment. J'ai dit à tout le monde que la crise était finie, pour les rassurer. En même temps, j'ai soigné les blessures des survivants blessés et j'ai vérifié leur rétablissement. Je me suis assuré que tout le monde recevait les soins appropriés. Ces créatures écailleuses nageaient autour du yacht, nous gardant silencieusement, comme si elles craignaient que nous rencontrions à nouveau un danger. Après des jours d'efforts incessants, le yacht a finalement été restauré à son état antérieur. Et après cette réparation et cette amélioration, les capacités défensives du yacht étaient plus fortes qu'avant. Pendant cette crise, les survivants se sont soutenus mutuellement, travaillant ensemble, et personne n'a reculé. Leur confiance et leur compréhension mutuelle se sont approfondies. L'équipe est devenue plus unie. Cette unité nous donne plus de confiance pour faire face aux dangers inconnus de l'apocalypse. Après avoir réparé le yacht, j'ai mené l'équipe pour naviguer vers des eaux riches en provisions. De ma vie passée, je me souviens qu'il y a quelques îles près de ces eaux. Les îles ont des baies sauvages comestibles, des légumes sauvages et de l'eau douce. En plus, les eaux autour sont pleines de poissons. On pourrait aussi tomber sur des navires abandonnés et récupérer plus de provisions. On va se ravitailler ici pour renforcer notre système de survie maritime. Une fois arrivé, tout le monde s'est séparé. Nous avons commencé à rassembler des provisions. Caleb a mené un groupe de survivants, prenant un petit bateau pour une île voisine, pour trouver des baies sauvages comestibles, des légumes sauvages et de l'eau douce. L'équipe de Caleb a aussi exploré l'île pour d'autres ressources et dangers. Marcus a mené une patrouille pour surveiller les eaux, se protégeant contre les attaques de zombies et de mutants, et assurant la sécurité de l'équipe de ravitaillement. Papa et moi avons mené le reste des survivants pour pêcher en mer, en utilisant des filets et du matériel de pêche. Nous avons rassemblé beaucoup de vie marine pour nos réserves alimentaires. Alors que nous pêchions, un cargo abandonné au loin a attiré notre attention. Nous avons pris un petit bateau et sommes montés à bord immédiatement. Ce que nous avons vu à l'intérieur nous a soufflé. Le cargo avait des tonnes de produits de première nécessité, d'outils et de vêtements, ainsi que beaucoup de conserves non périmées. Nous avons rapidement fait venir tout le monde pour transporter toutes les provisions du cargo au yacht, afin de reconstituer nos réserves. Pendant ce temps,
nous avons trouvé des boîtes de graines de légumes dans la réserve, des variétés courantes comme le chou, le radis et les légumes verts. Ces graines ont suscité une idée. J'ai décidé de construire une serre sur le pont supérieur, pour cultiver des légumes et devenir autosuffisants, réduisant notre dépendance aux provisions stockées et aux ressources marines, et rendant notre vie en mer beaucoup plus stable. La serre sur le pont supérieur du yacht a vite pris feu. On a dégagé un espace sur le pont principal, installé une tente serre simple, étalé du terreau, et planté avec soin les graines de légumes qu'on avait récoltées. Chaque jour, quelques-uns d'entre nous s'occupaient des graines, arroser, fertiliser, ajuster la température et l'humidité dans la serre. Nous chérissions ces précieux signes de vie. Très vite, les graines de légumes ont germé. De minuscules pousses vertes ont percé la terre. Voir ces jeunes plants si vivaces a rempli le cœur de tout le monde d'espoir. Ce n'était pas juste quelques légumes. C'était un symbole de notre survie acharnée dans l'apocalypse, une promesse d'avenir. J'ai dirigé le groupe pour améliorer notre système de survie maritime. La serre nous donnait des légumes, le désalinisateur d'eau fournissait de l'eau douce, le puissant système de défense éloignait les menaces, et des patrouilles montaient la garde chaque jour. Chacun avait une tâche, certains plantaient, d'autres pêchaient, réparaient le matériel, et d'autres soignaient les malades. On mettait tous la main à la pâte pour cette grande famille. On travaillait ensemble, sans accroc. Caleb et moi étions côte à côte sur le pont, regardant la mer calme, voyant tout le monde occupé mais serein, se sentant en sécurité. Papa et Marcus étaient assis sous l'auve, sirotant du thé, discutant, avec des sourires détendus qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Ces créatures cuirassées nageaient autour du yacht, vivant en harmonie avec nous, et devenant nos amis proches. L'apocalypse n'était pas fini, et le danger pouvait encore survenir à tout moment, mais nous avions la force de nous protéger et un foyer sûr.